dans les studios des agences d'urbanisme, oserais-je dire. Je vous vois sourire, mais c'est un peu ça, puisque nous vous accueillons sur 4 sites des agences d'Auvergne-Rhône-Alpes, d'audace, de l'action et de l'efficacité sur les territoires. Oui, oui, vous avez bien entendu cela hier soir dans la conférence de presse du président de la République, mais de vous dire que c'était bien la ligne éditoriale de ce webinaire, parce que vous n'en manquez pas de l'audace. Et vous avez justement dit oui pour venir en parler à propos du travail d'optimisation, de requalification des zones d'activité économique et vous challengez tous sur les territoires. Présents ce matin des acteurs, au premier rang desquels les établissements publics fonciers, qui sont entourés ce matin de nombreux acteurs publics et de témoignants porteurs de projets. Et non des moindres, 140 personnes à l'écoute, vous êtes tous dans des EPCI ou des agences dédiées à ces questions et vous êtes tous challengés par une nouvelle façon d'aménager. Des propos d'ouverture pendant 30 minutes, ils sont très importants, ils sont très structurants. Puis 3 explorations du côté de la Charente-Maritime avec Marraine, du Mordantais, ici présent dans cette salle, avec l'élu accompagné effectivement de la directrice du foncier, et puis la CCI du Maine-et-Loire et de Nantes-Saint-Nazaire. Je prendrai des questions de chat à l'issue de chaque exploration, mais surtout, on se donne rendez-vous à 11h40 pour un rapport d'étonnement qui va vous surprendre, vous verrez. Florence Hilaire, vous êtes directrice de l'EPORA. En ce moment, on peut observer votre très motivante carte de vœux sur votre site internet et on voit que vous êtes cap sur le foncier toute cette année, une fois de plus encore et plus intensément. Pourquoi, madame, ce webinaire sur le foncier économique aujourd'hui? Pourquoi vouloir aller au-delà sur ce thématique du foncier? Pourquoi vouloir revisiter ensemble notre existant à la rencontre de nos potentiels? Alors, bonjour, merci pour cette occasion de venir à la rencontre aussi des territoires sur ce sujet du foncier économique. Nous avons initié ça au début avec les agences pour réfléchir sur la question du foncier économique. Parce qu'aujourd'hui, la législation depuis 2021, avec la loi climat et résilience, la sobriété foncière, et ce qui est en train de se décliner par des décrets, doit nous interpeller, doit nous inciter à y réfléchir. Donc, on a mené cette réflexion avec les agences et ce webinaire est un peu le résultat des études qu'on est allé chercher, des exemples, des illustrations qu'on a été chercher sur la question de comment on intervient dans les zones d'activité économique en matière foncière pour répondre aux défis de la sobriété foncière économique. Aujourd'hui, on est clairement dans un enjeu de sobriété foncière, mais avec ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a un petit effet Larsen. Est-ce que vous pouvez tous vérifier que vos micros sont coupés pour continuer le propos d'ouverture de Madame Hilaire? J'entends le grésillement, mais je ne sais pas si c'est mon ordinateur qui en est la cause. Tous, y compris les invités, peut-être bien checker si vos micros sont... Je vais baisser un peu vos sons pour essayer de vous entendre, mais sans trop. Peut-être que ça va aller comme ça. On est clairement dans une remise en cause des anciens modèles qui étaient basés sur de la création du foncier économique à partir des extensions sur les ENAF. On sait très bien que aujourd'hui, c'est ça qui est re-questionné, avec un double phénomène qui est en marche, une poursuite, voire une accentuation ou une amplification de la cannibalisation des fonciers économiques par les fonciers, par l'usage résidentiel. Et ça, on l'observe depuis des années. Chacun de nous intervenons dans des zones, des anciennes friches industrielles qui sont transformées pour accueillir du logement. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, ce phénomène-là va probablement continuer à s'accentuer du fait de la différentielle de prix de la charge foncière. On limite les extensions donc urbaines progressivement avec la loi climat et résilience, et donc la question se pose sur la rareté de ce foncier économique et sa protection dans le temps. Oui, la cannibalisation, un mot fort et un mot repère. Bon. La fragmentation du foncier existant avec des moins en moins de grands fonciers parce que forcément la vente et la revente des fonciers fragmentent les fonciers, donc les réduisent progressivement et les plus grands fonciers sont en train d'être aujourd'hui achetés pour être découpés.
les plus grands fonciers économiques. Donc, on se rend compte que les grands fonciers n'ont pas de pérennité et que dans le marché, ils vont finir par être réduits progressivement. L'augmentation des prix du foncier économique, ça, clairement, c'est la rareté qui va sûrement engager ce process, mais déjà, on l'observe sur des territoires. Il y a des territoires en 5 ans qui sont passés de 40 € le mètre carré à 70 € le mètre carré. Donc, on voit que la question, justement, en plus, le différentiel entre le foncier économique et le foncier résidentiel va donner peut-être sûrement tendance à ce que le foncier économique essaye de rejoindre la charge foncière du foncier résidentiel. Parce qu'il y a une énorme différence entre les deux, on est bien d'accord. Hein. Des questionnements des collectivités qui s'inquiètent sur la disponibilité de leur foncier. Il y a eu une étude en début d'année 2023 où véritablement certaines ont fait le constat qu'elles avaient 5 ans devant elles, 10 ans devant elles, donc elles sont vraiment très inquiètes, avec des réserves qui se réduisent, des intercommunalités qui veulent être plus stratèges aussi en matière d'accueil des entreprises sur leur territoire. Elles veulent choisir les entreprises, la typologie d'activité. Elles ne veulent plus subir. Et elles sont de plus en plus à se questionner sur la conservation du foncier économique dans le giron public. En tout cas, du foncier le plus stratégique. Les entreprises, elles sentent la tension du marché, ça c'est clair. La rareté du foncier qui commence à se manifester, alors que jusque-là, elles étaient plutôt en position de force par rapport aux collectivités, allant jusqu'à les mettre en concurrence pour obtenir des fonciers quasi gratuits. On est en train de changer de paradigme là-dessus. Hein. Et des entreprises qui comprennent bien aussi qu'elles vont devoir avoir une approche différente par rapport au foncier, au regard de tous ces éléments que je viens de dire, c'est-à-dire le positionnement des collectivités, le prix du foncier, le marché qui va être différent et la rareté. Donc, nous, là, dans les EPF, qu'est-ce qu'on fait, Angèle? On fait des choses, on en fait déjà pas mal. On intervient sur le foncier économique dans la matière la plus classique aujourd'hui, c'est les friches industrielles. Ça, c'est clairement une intervention assez classique des EPF depuis plusieurs années. Notre rôle est d'aider les collectivités, les EPCI, à construire les stratégies foncières. Et là, on sent que nous sommes des facilitateurs à la remobilisation foncière pour pouvoir mettre en œuvre leur stratégie. Nous savons historiquement faire un certain nombre de choses. Donc, nous avons une expérience dans la remobilisation des friches, souvent pour pas forcément rester dans l'économique. Donc, la question, c'est ces friches-là, elles basculent beaucoup en résidentiel. On le voit dans le fonds friche, par exemple. Hein, il y en a 8 sur 10 qui basculent dans le résidentiel, des friches qui sont aujourd'hui industrielles. Donc l'idée aussi, c'est que nous aussi, nous intervenons dans l'économie sur ces fonciers dégradés déjà depuis des années et nous avons une forte expérience dans le renouvellement urbain et on se rend compte qu'en fait, les outils qu'on utilise aujourd'hui sont ceux qui sont utiles, qui vont être utiles pour demain dans les fonciers économiques. Donc, travailler dans une ZAE pour la redynamiser, c'est créer des espaces mutualisables, c'est densifier, c'est récupérer des dents creuses, ce qu'on appelle les fonciers cachés, faire de la recomposition foncière pour essayer d'avoir des tènements plus grands pour accueillir certaines typologies d'entreprises, pour permettre à certaines de s'étendre aussi pour pouvoir mobiliser le foncier à côté. Donc voilà, tout ça, en fait, ça ressemble étrangement à ce qu'on fait dans le centre ancien. Donc, ça, on sait le faire. La question, c'est que l'objet est un peu différent. Les acteurs sont un peu différents. Là, on est dans le monde économique. Ce n'est pas tout à fait le même sujet que quand on est dans un centre ancien avec du résidentiel, des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs. On est dans un monde économique avec des contraintes, des problématiques qui sont un peu différentes, mais en fait, les outils sont les mêmes. Et donc, et puis, bon, il faut quand même qu'on se rende compte que intervenir dans les ZAE, ce n'est pas naturel pour les EPCI, en tout cas, ça ne l'était pas jusqu'à présent. Et on était plutôt dans l'idée qu'une fois qu'on avait fait la ZA1, la 2, la 3, la 4, on allait faire la 5e en extension et on allait continuer. Et on ne se préoccupait pas de savoir que la 1 et la 2 étaient en train d'être en obsolescence, qu'elle était sous-utilisée, qu'elle était en train de se dégrader. On n'était pas forcément sur cet esprit-là de venir retravailler parce que c'est plus difficile. Donc, on était plutôt dans une forme de cavalerie. Là, maintenant, il va falloir qu'on s'occupe du déjà là et qu'on y aille en retroussant les manches parce que quelque part, ça ne va pas être aussi simple que de créer une ZAE sur de l'espace agricole.
Il y aura des choses à dépasser, il y aura des entreprises à convaincre, il y aura peut-être des liquidateurs à convaincre aussi, il y aura à composer et à se positionner en tant qu'investisseur véritablement stratège. On n'est pas avec des entreprises qui vont subir, des collectivités qui doivent subir, mais plutôt des collectivités qui vont prendre la main. Et donc, nous, dans ce contexte, eh ben, on est là pour les aider. Et on sent bien qu'avec le ZAN, d'une manière générale, il va y avoir une forme de démultiplication de l'action publique. Ça ne peut pas en être autrement, sinon on ne va pas pouvoir, on va subir des acteurs locaux, des acteurs privés qui vont faire de la spéculation, de la rétention et qui ne vont pas avoir l'intérêt général dans leurs actions. Et c'est seul le public qui va pouvoir actionner ça. Bon, vous avez bien compris que les EPF sont un outil intéressant pour les collectivités et qu'on est là pour se positionner avec mes collègues, dont vous avez 2 représentants dans cette salle qui vont intervenir. On a été quand même assez publicité pendant ces 2 dernières années par les législateurs qui ne nous ont pas oubliés. On a eu quand même dans ce qu'on appelle notre article principal qui construit les missions des EPF de larges évolutions ces 2 dernières années par 2 lois. Donc, la loi climat et résilience qui est venue rajouter, aux côtés de lutter contre l'étalement urbain, la notion de limiter l'artificialisation des sols. Donc, si on n'a pas compris à quoi on sert, là, on comprend bien. Ensuite, on a eu la loi industrie verte très récemment en 2023 qui est venue rajouter aux actions des EPF la question des actions ou des opérations de renaturation, mais aussi la question de le maintien et la transformation des activités économiques, c'est une sorte de rajout, et notamment pour les projets facilitant la réindustrialisation. Donc, on nous attend là-dessus. Et en plus, on nous a donné une compétence supplémentaire, puisque maintenant, on peut faire des acquisitions, des cessions de baux commerciaux, de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Donc, vous voyez qu'on est clairement des outils qui sont en train de se muscler, qui sont attendus par tout le monde et les législateurs. Et donc, on est invité à innover, les EPF, à trouver de nouveaux produits, de nouvelles solutions pour accompagner les acteurs du territoire dans le défi de la sobriété foncière. Alors, je vais faire un petit dernier paragraphe sur que fait l'EPORA là-dedans, pour parler un peu de notre… donc, au-delà de s'intéresser au sujet avec les agences pour essayer de défricher, pour aller chercher des expériences, pour essayer d'accompagner les collectivités, donc trouver les bonnes façons de faire, qui sont forcément des cas par cas, parce qu'il n'y a pas de recette. S'il y en avait une, tout le monde la ferait. L'EPORA est en train d'essayer d'innover, d'apporter sa pierre à l'édifice sur la question économique en essayant de construire une foncière de portage de long terme économique avec la Banque des Territoires. Et l'objectif de cette foncière, c'est de traiter l'ensemble des sujets qui ont été évoqués comme étant les sujets qu'on prévoit, qu'on pressent comme étant la sauvegarde des fonciers économiques, la captation du foncier de la rente foncière, mais aussi permettre aux collectivités d'accueillir les entreprises qu'elles souhaitent voir arriver sur le territoire, et avec un objectif ultime de pérenniser ces fonciers les plus stratégiques en les conservant dans le giron économique public et en développant des baux amphithéots, des baux à construction. Et il va falloir que donc les entreprises soient aussi appétentes dans l'idée d'innover aussi de ce côté-là. Oui. Nous sommes en train d'étudier le business plan et nous envisageons de créer cette foncière d'ici la fin 2024. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu un exemple de ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Et on voit très bien qu'on est au début du process pour aider les collectivités à trouver des sorties et des solutions à ce sujet de sobriété foncière dans les fonciers économiques. Merci à vous et bravo surtout d'avoir, malgré les difficultés techniques, tenu le fil de cette introduction qui donne beaucoup de repères. Et merci aussi de cette information sur la foncière. On reviendra vers vous dans la zone d'étonnement puisqu'on tient le chrono. On veut être à 11h40 sur ces regards partagés. On vous y retrouvera. Florence Hilaire, probablement. On continue cette intro. Merci madame avec le directeur
des PUR, donc l'agence d'urbanisme de Saint-Étienne, Benoît Gay. Je vais bien sûr vous donner la parole dans ce propos introductif parce que des défis pour l'ingénierie, comme l'a dit Florence Hilaire, il n'en manque pas. Et quand même de rappeler un peu cet enjeu de la préservation de la ressource sol sur tous les types de tissus. Alors les urbanistes, là, comment ils prennent ce sujet? Merci Angèle, vous m'entendez? Oui, oui, très bien, très bien, parfait. Merci, oui, donc effectivement, j'interviens en tant que directeur général de l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise, mais également au titre, et surtout aujourd'hui au titre du réseau Urba 4. Effectivement, donc pour répondre à votre question, Angèle, peut-être rapidement pour ceux ou celles qui ne nous connaissent pas, nous sommes bien un outil mutualisé d'intérêt général et effectivement, ce sont nos partenaires qui donnent le là en fonction de leurs envies, en fonction d'enjeux globaux, locaux, etc. Et aujourd'hui, je voulais remercier l'EPORA, effectivement, avec qui on a travaillé sur le sujet qui est présenté aujourd'hui et qui rend possible ces échanges. Donc, je vais forcément beaucoup paraphraser Florence, puisque c'est quelque chose qu'on mène en commun. Je voulais juste revenir en quelques mots au-delà du sujet qui est central aujourd'hui, peut-être reprendre un petit peu de recul. Et effectivement, nous, notre rôle, c'est d'accompagner nos partenaires sur des réflexions et en préopérationnel, en accompagnement du préopérationnel sur les atteintes des objectifs de l'accord de Paris. Florence en a parlé, qui se traduisent au niveau de la loi climat et résilience. Pour le dire très simplement, en fait, et on rentrera dans le sujet, mais pour rendre finalement notre environnement plus vivable à toutes et à tous à moyen et long terme. C'est aussi ça l'enjeu, la déclinaison de ce qu'on va évoquer aujourd'hui, avec la sobriété foncière, Florence l'a dit, le zéro artificialisation nette en 2050, et ce qui nous pousse à repenser des modèles d'aménagement qui évoluent déjà et d'intervenir sur de nouveaux modes de faire. Ça questionne nos représentations, ça questionne nos usages, les modèles économiques. Aujourd'hui, pas mal de choses ont été pensées et faites sur le volet renouvellement urbain. Florence l'a dit, le résidentiel cannibalise. Donc, effectivement, l'habitat, le résidentiel représente aujourd'hui plus de 60% des surfaces consommées lors des 10 dernières années. Il faut l'avoir en tête. Mais en marge du résidentiel, ces éléments, il existe des enjeux forts sur les zones d'activité économique parce que c'est beaucoup de surface. Le CEREMA estime à 32 000 zones d'activité économique, soit 450 000 hectares. Et ça représente quand même 25% des surfaces consommées sur la précédente décade. Donc aujourd'hui, je parle rapidement du travail mené avec EPORA au titre du réseau Urba 4. Ça a permis, et c'est dans les propos également de Florence, c'est un sujet complexe à saisir. Sur l'habitat, effectivement, sur le résidentiel, les outils existent et les usages existent en termes de traitement de ces sujets-là. Aujourd'hui, une des premières conclusions de l'étude, et je ne dévoile pas tout maintenant, c'est de constater qu'il y a peu de zones d'activité qui ont pu faire aujourd'hui l'objet d'une réflexion globale en termes d'optimisation foncière. Donc, il y a du travail, il y a des outils, il y a des choses à travailler. Aujourd'hui, ça serait plutôt, je le dis simplement, mais à l'opportunité, et mon propos n'a rien de généraliste. En creusant aussi la question, il y a d'autres enjeux qu'on a pu mettre en évidence, et pareil, c'est dans les propos de Florence, c'est ceux de l'observation, oui. Qui est assez centrale, observation multiforme, prix, vacances, consommation d'espace, etc. La loi impose aux EPCI, effectivement, en compétent en matière de développement économique, mais aussi de planification, de faire un inventaire du foncier des ZAE. Donc, des agences sont parfois missionnées pour les réaliser au sein d'Urba 4. D'autres partenaires nous mobilisent aussi sur les schémas d'aménagement économique ou de développement économique pour les EPCI, sur des études de gisement foncier économique qui nous permettent, par plein d'angles, finalement, d'attaquer ces questions en termes d'observation. Mais il n'existe pas une manière d'observer. C'est une des difficultés qu'on peut avoir et c'est tout l'enjeu sur les prochaines années. Les établissements publics fonciers souhaitent observer un certain nombre de choses, les EPCI, ça va être d'autres choses, les entreprises, c'est d'autres enjeux. Donc, il y a une connaissance en amont en termes d'observation régulière, actualisée, qui est un enjeu pour l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table, à notre avis. Florence l'a dit aussi, il y a un enjeu de bonne interconnaissance et de bonne coordination entre acteurs. Les compétences, dans un sens varié, pas simplement administratif, se croisent, s'opposent parfois. Les acteurs sont nombreux, on l'a dit, les EPF, les opérateurs publics, privés, les EPCI, les entreprises. Donc, il y a un enjeu assez fort sur les connexions qui sont à faire et qui sont à construire sous l'angle de la méthodologie à développer afin de s'orienter évidemment vers l'objectif qui est celui de l'optimisation foncière. Et derrière tout ça, et c'est plus en termes d'action publique, il y a un enjeu fort qui est celui de l'emploi.
Développer des zones, les aménager, c'est souvent lié à la création d'emplois, donc c'est central dans la reconduction d'un mandat politique aussi, c'est aussi dans la confiance du milieu économique. Donc, avec des termes assez simples, finalement, c'est la bonne mayonnaise qui peut ou peut ne pas prendre sur la question de l'emploi. Donc aujourd'hui, les agences d'urbanisme, Florence disait, ben, les PORA sert à quoi? Nous, on sert à quoi en tant qu'agence d'urbanisme? L'observation, on l'a dit, puisque notre travail, c'est effectivement c'est ce qu'on manipule au quotidien de diverses manières, avec des sources quantitatives, qualitatives. Donc, la question, qu'est-ce qu'on observe et pour qui? Et il y a 2 points. On sert, Florence l'a dit aussi, je te cite beaucoup, Florence, dans cette introduction, mais on sert aussi de révélateur quelque part sur ce qui se passe sur les territoires, sur ce qui se pratique. Et aujourd'hui, c'est exactement l'objet de cette réunion, c'est les repérages, les exemples, les modalités de mise en œuvre, les limites, les freins, etc. Donc, c'est un certain nombre de questions qu'on va creuser aujourd'hui. Et l'objectif, c'est aussi de s'inspirer de ces bons ou parfois autres. Il n'y a jamais de mauvais exemples, mais les mauvais exemples sont toujours utiles pour construire des choses plus efficientes à terme. Et troisième point, pardon, elles peuvent également mettre autour de la table des acteurs variés qui permettent de construire des échanges sur le long terme. Et c'est bien l'objet du travail aujourd'hui. Donc voilà, j'en ai fini pour ma conclusion, Angèle. Très bien, Benoît Lieb, parfaitement positionné. Le propos des agences urbanistes, évidemment, qui sont animatrices de ces questions, et vous êtes nombreux dans le chat à travailler sur ces travaux. On a une pensée pour vous. Alors, je continue sur cette introduction à 3 voix, en passant la parole. Alors, ici, dans la salle de réunion, ça va faire du bien de faire du présentiel un petit peu. À Jérémy Tourtier, vous êtes le coordinateur, bien sûr, de la démarche Interscot. Alors, on a envie de comprendre, puisque vous êtes partie prenante de ce nouveau format, de ce webinaire qui est susceptible de créer une zone de dialogue un peu nouvelle, une nouvelle porte d'entrée. Pourquoi l'Interscot, dans le fond, et au motif de quoi, suit ces travaux et encourage ce webinaire? Jérémy Tourtier. Bonjour à tous, ça va, vous m'entendez bien. Donc merci pour l'invitation et également merci à tous d'être présents. En effet, alors, les SCOT, vous savez tous, ont un rôle à jouer dans tous ces sujets, dans le sens où ce sont des schémas de cohérence territoriale. Donc l'idée, c'est d'avoir une cohérence à l'échelle d'un EPCI, et si possible plusieurs EPCI sur divers sujets, hein, et notamment la question économique. Donc il y a des stratégies qui sont définies dans les SCOT, c'est bien l'objet des SCOT. L'objet des SCOT, au-delà du projet de territoire, c'est aussi de faire du lien, de relier les territoires ensemble et les acteurs ensemble sur ces différents sujets. C'est aussi les SCOT un lieu d'arbitrage, on l'a vu sur les questions de foncier habitat et foncier éco. Il y aura des arbitrages à faire. Est-ce qu'on privilégie l'habitat ou les équipements publics, ou est-ce qu'on privilégie l'éco? Il va falloir demain arbitrer, c'est peut-être aussi dans la scène Interscot, ou pardon, la scène SCOT que ça peut se faire. Et donc au niveau de l'Interscot, donc qui regroupe les 12 SCOT de l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, donc ça fait plus de 10 ans, presque 20 ans maintenant qu'on réfléchit ensemble sur différents sujets. Et sur la question économique, on s'est emparé notamment de l'obligation de faire des inventaires dans les EPCI pour on va dire, porter un travail avec les 2 agences d'urbanisme de Lyon et Saint-Étienne sur comment on pourrait essayer d'harmoniser un petit peu tous ces inventaires qui vont être réalisés par les EPCI pour qu'au niveau des SCOT, on puisse avoir des éléments qui soient cohérents et qu'on puisse utiliser derrière pour justement faire ces arbitrages, faire ces stratégies. Donc ce travail qui a été mené en 2022 avec les 2 agences a plutôt été très intéressant. On a associé les EPCI d'ailleurs dans le cadre de plusieurs webinaires pour le réaliser. Donc il a plutôt eu un bon écho au niveau national aussi. Et finalement, la suite logique de ce travail, c'était de s'intéresser maintenant, en effet, aux enjeux d'optimisation au sein de ces zones d'activité. Donc concrètement, comment on fait, quels outils on met en place, avec quels acteurs. Et c'est là que, en effet, les liens avec les EPF, avec les entreprises que nous, on voit plus, je dirais, via les chambres consulaires, CCI, CMA, dans le cadre d'élaboration de SCOT ou de suivi des SCOT. On peut travailler aussi, alors il y a un partenariat qui a été fait entre le MEDEF et la Fédé des SCOT récemment, donc on pourrait imaginer travailler avec les syndicats d'entreprises aussi. Voilà, mais l'idée des SCOT, c'est bien de réunir tous ces acteurs pour travailler sur cette stratégie, faire ces arbitrages, et d'où l'intérêt de l'Interscot sur ce travail. 2 petits messages quand même qui n'ont pas échappé dans les préparatifs, que j'aimerais que vous reversiez peut-être dans le cadre de ce webinaire, c'est qu'on est d'accord, la relation à l'entreprise, elle est portée par le PCI. Et dans ce cadre-là, Jérémy, on est bien d'accord, trajectoire ZAN avec le SCOT et quand même ses attentes ou ce dont parlait Florence Hiller, ce travail de multiplication, d'amplification, il se joue quand même là-dedans, sur cette relation. Oui, en effet. Alors,
ça dépend des territoires. Il y a des SCOT qui sont sur un EPCI, donc peut-être plus de relations en direct avec le terrain et l'entreprise. Mais sur des grands SCOT, voilà, on ne peut pas forcément être bien. Donc l'intérêt, c'est d'être très en lien avec les EPCI sur ces questions-là, de travailler avec elles sur voilà, les zones peut-être urbanisées qu'on va peut-être demain déclasser dans le cadre, parce qu'on doit définir cette trajectoire zéro artificialisation nette, définir aussi les fonciers en zone U qui doivent être optimisés demain. Mais c'est bien avec ces EPCI que le lien se fera avec le milieu des entreprises. Merci beaucoup Jérémy pour effectivement la mise en présence de ce lien fort et qui nous occupe aussi aujourd'hui dans le travail sur l'action que je vais demander d'ailleurs à Jérémy Mendes. Bonjour Jérémy Mendes, vous êtes le directeur de l'EPF. Bonjour, vous écoutez du côté de l'Auvergne, puisque c'est la force du réseau Urbacat de nous mettre en lien les territoires. Alors, on vous a demandé de clore un peu ces propos repères d'entrée de webinaire, parce que dans le fond, est-ce qu'on a bien compris, et on demande peut-être une aide à la reformulation, est-ce que dans le fond, oui, Madame Hégardier, on change de paradigme, on a ce logiciel nouveau, mais ça veut dire que dans le fond, qu'est-ce qui se passe là dans ce rôle des EPF, on a entendu facilitateur, et en même temps ce lien avec tous les acteurs publics et les acteurs privés? Effectivement, quand on passe pour clore, je vais essayer de ne pas paraphraser et puis d'appuyer, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on se rejoint tous sur les constats. Et le constat, le premier, c'est qu'on est quand même sur un tournant, à la fois pour les EPF, mais pour les agences d'urba, pour les décideurs locaux, pour les acteurs économiques. On a effectivement ce paradigme qui change et qui nous oblige aussi demain à travailler différemment et à changer de culture. Du point de vue des EPF et plus particulièrement de l'EPF Auvergne, on a une réalité de territoire d'intervention qui fait qu'on a 4 départements différents avec des réalités de tissu économique, des réalités démographiques très diversifiées, qui nous amènent à devoir apporter des réponses à la fois sur des polarités urbaines comme la métropole de Clermont-Ferrand ou le bassin vichysois par exemple, et puis à donner aussi une réponse sur les dynamiques économiques de territoires comme le Bourbonnais ou le Cantal qui sont évidemment éminemment plus fragiles. Sur la question de foncière, je ne reprends pas et je ne reviens pas sur les propos des intervenants principaux qui sont très justes sur nos rôles en termes d'observation, d'identification de gisements, d'acquisition et donc de maîtrise, ou sur l'utilisation des nouveaux outils qui sont la clé demain pour pouvoir changer cette culture de travail-là. Je voudrais juste compléter avec une approche qui est aussi, il ne faut pas perdre de vue, et c'est un des points et des facteurs de réussite ou d'échec, en tout cas, de cette sobriété foncière-là au niveau économique, c'est que ce sont des domaines éminemment sensibles et politiques, et que les territoires ont chacun leur politique économique, ont l'habitude et la culture aussi d'être dans cette concurrence-là, et cet esprit-là, et la réflexion d'Interscope est intéressante justement. La clé, ça va être aussi les équilibres territoriaux en matière d'offres de foncier économique, en matière de rencontre entre l'offre de foncier et les besoins des acteurs économiques. Et que si la puissance publique, dans sa démarche, n'intervient pas à minima en régulateur, si ce n'est en maîtrise directe, et là, le curseur politique il peut varier selon les territoires, il va de facto subir un peu les effets négatifs de rétention, de spéculation qu'on a pu, sur lesquels Florence Hiller avait cité, et le rôle des acteurs, c'est éminemment un rôle de réseau et un rôle pluriel. Effectivement, on a focalisé sur les acteurs qui sont autour de la table, mais le dialogue entre les acteurs sur l'observation, sur des échelles plus macro, avec des acteurs comme les nôtres sur des échelles peut-être plus serrées, plus préopérationnelles, faculté à reconvertir, à recycler des fonciers, tout ça ne trouve son écho que si la stratégie des territoires et la politique publique est très claire et si la collectivité, les EPCI savent où ils veulent aller. On peut avoir, nous, des territoires, et on est obligé de s'adapter, des territoires qui veulent jouer un rôle de coordinateur, de mise en lien des acteurs économiques et de garder ce dialogue-là parce qu'il est très important, et d'autres qui ont une volonté d'être plus interventionnistes et qui nécessiteront des outils juridiques, financiers adaptés puisque les modèles économiques sont bien différents. Jérémy Mendes, j'ai bien compris, c'est plus complexe, mais c'est presque plus intéressant. Ah ben là, bien sûr, bien sûr, c'est complexe parce que il y a des décideurs locaux qui ont la responsabilité de faire vivre leur territoire et que certains territoires sont aussi sur des positionnements de fragilité
Et sur ces positionnements de fragilité, ils ont toujours vu leur salut par l'offre foncière en extension urbaine, a priori. Et maintenant, on arrive à mettre en œuvre ce qu'il faut et à accompagner les territoires pour le recyclage, la requalification de certaines friches, de certains usages de foncier qui ont été désindustrialisés, qui ont fait partie d'une certaine génération de foncier économique. Mais ces fonciers-là, il faut réussir à les faire revivre et il faut faire rencontrer les besoins des territoires avec cette requalification-là. Et le rôle de chacun est primordial, qu'il soit technique, qu'il soit juridique, financier aussi, parce que maîtriser du foncier, si on a une politique volontariste de maîtrise, il faut avoir les moyens pour le faire. Peut-être par la création de foncières avec certains partenaires financiers, peut-être en direct pour les collectivités. Mais de toute manière, le paradigme change. Et effectivement, faire appel à un établissement public foncier pour acheter des dizaines d'hectares en zone agricole, pour faire la phase 5 de la zone ZAE numéro tant, c'est pas forcément ce qui nous attend sur les 10 prochaines années. Merci Jérémy Lehendès, on comprend mieux pourquoi vous parlez d'apport pacificateur et facilitateur bien sûr, mais on voit bien effectivement les enjeux de nos expertises réciproques et notre capacité à apaiser le débat pour faire avancer la souveraineté foncière. On revient vers vous, vers la zone d'étonnement aussi. Monsieur Mendes, merci beaucoup. Alors là, c'est parti. Grâce à vos propos repères de 30 minutes, on peut considérer qu'on est armé, outillé pour aussi apprécier les retours terrain. Il y en a trois. Trois témoignages avec une diversité nationale, puisque nous allons effectivement comparer des zones d'activité. Les deux premières que nous allons mettre en perspective, elles sont d'une surface de 20 hectares, elles ont dans des communautés de communes de nombre d'habitants à peu près similaires, et pourtant elles sont à 7 heures de route l'une de l'autre. On va du côté de la communauté de communes Marraine. Fanny Girard, vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vous ai vu tout à l'heure. Oui, voilà, super. Bonjour, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté de nous donner dans un apport qui va être complété par 5 minutes de questions du chat, ce qui se passe du côté de Marraine. Alors, ce qui a attiré l'attention des collègues de l'équipe projet qui a repéré votre retour d'exploration, et je vois les acteurs du monde en tête déjà très à l'écoute de ce que vous allez dire. Vous avez une méthode qui a été spécifique, une intervention qui s'est construite pas à pas. Ça a commencé quand, la zone d'activité économique du côté de Bassin de Marraine? Elle avait quoi, cette zone d'activité, qu'elle nécessitait à ce point d'être revisitée et peut-être même d'être intensifiée, requalifiée? Alors, du coup, juste avant de répondre à votre question, pour... Tout le monde m'entend, je l'espère. Donc, avant de répondre en fait, plus précisément à votre question, je vais juste en fait un petit peu recontextualiser où nous trouvons. Donc, la communauté de communes du bassin de Marraine, on est une petite collectivité de Charente-Maritime, 15 600 habitants, donc un petit PCI. On est situé en bordure de littoral. Nous sommes une commune littorale qui fait la jonction entre une communauté d'agglomération qui est celle de Royan-Atlantique et celle de Rochefort-Océan. Donc, nous sommes une dorsale, vraiment sur des flux traversants entre deux agglomérations. Donc, c'est important de le dire parce que c'est aussi notre force, cet aspect géographique qui se situe entre deux territoires plus urbains, puisque du coup, nous sommes un territoire, on va dire, un peu plus rural. Voilà, on a des activités qui sont très artisanales, qui sont aussi beaucoup tournées vers l'économie résidentielle, vers le tourisme, vers évidemment le bassin ostréicole, puisque du coup, on a en effet cette notoriété autour du bassin ostréicole Marraine-Oléron, avec la communauté de communes de l'île d'Oléron, avec laquelle on partage également un SCOT inter-PCI. Voilà, ça c'est pour un petit peu poser les choses. De quand date en effet cette réflexion sur la requalification de la urbaine de la zone des Grossines, puisque c'est ça dont on parle. En fait, il y a eu du pragmatisme de la part des élus, de la part notamment du président qui était nommé en 2018 à la tête de la CDC du bassin de Marraine et du vice-président, de dire voilà, aujourd'hui en fait on est dans une phase de toute façon où on va être confronté à une déshérence de cette zone commerciale parce que on a une évasion commerciale qui se fait sur les deux pôles majeurs urbains que sont Royan et Rochefort. On se retrouve avec donc du coup des déplacements à la fois professionnels mais aussi de loisirs, de consommation qui se tournent vers ces pôles urbains. Et on va se retrouver avec une friche commerciale
dans les quelques années à venir, parce que c'est une zone qui a été construite dans les années 70 et qu'elle s'est faite au fil de l'eau et sans vraiment de hiérarchie entre des activités commerciales qui cohabitaient avec des activités plus artisanales, avec toutes les contraintes que ça pouvait poser en termes de sécurité, en termes de conflit d'usage entre les différentes activités. Donc, ce constat a été fait par le biais d'un diagnostic interne. On est quand même sur une zone qui est relativement petite. On est en bordure de la ville-centre qui est Marennes, donc en périphérie. Et elle s'est accompagnée, en effet, de l'aide d'un cabinet d'études urbaniste, architecte urbaniste, qui nous a posé les choses et que l'on a nourri avec l'ensemble du dialogue que l'on a mené avec les entreprises présentes sur cette zone d'activité commerciale, puisque en effet, au départ, ça partait d'un constat qui était aussi une remontée de terrain des entreprises présentes, où on avait identifié aussi des volontés de mutation et certainement des velléités de spéculation par rapport à la revente du foncier. Je ne sais plus qui intervenait tout à l'heure en préambule sur le sujet, mais c'est vrai que du coup, il y a aussi ce message à faire passer, et j'y reviendrai, sur le fait que la puissance publique doit avoir son rôle par rapport en fait, à des velléités, on va dire privées. Voilà. Oui, et vous allez nous en parler avec le rôle de l'EPF qui a été important. Oui. Voilà. Vous dites que c'est passé vite et bien avec eux, et en plus du portage politique. Exactement, donc un portage politique important. Donc la commune de Marennes, la commune centre sur laquelle se trouve sur cette zone d'activité commerciale, avait déjà eu l'occasion en effet de travailler avec l'EPF sur des opérations plutôt de lotissement, d'acquisition pour de l'habitat. Donc elle avait une certaine expérience en la matière. C'est vrai que ça a été un peu une gageure malgré tout, parce que pour une petite collectivité comme la nôtre, c'était un engagement, une enveloppe financière avec l'EPF sur une durée de 5 ans avec une enveloppe financière de 3 millions d'euros. Donc avec aussi c'est pas épée Damoclès, mais en tous les cas cette perspective de pouvoir réaliser un certain nombre d'opérations dans ce laps de temps, parce que c'était un élément important budgétairement pour la collectivité. Donc l'EPF en fait a répondu présent, l'EPF Nouvelle-Aquitaine, pour nous accompagner sur cette requalification urbaine à partir du diagnostic qui avait été posé. Et on a travaillé pas à pas, en effet, sur la manière de faire, avec aussi un engagement de la commune important, puisqu'il y a eu un transfert du droit de préemption de la commune vers le PCI et donc de l'EPCI vers l'EPF pour pouvoir, en fait, il faut le dire, contrecarrer des spéculations financières. On est un territoire touristique, donc avec un foncier qui augmente sans cesse, et donc évidemment aussi des envies pour pouvoir se positionner sur du foncier bordant des axes structurants. On a parlé beaucoup dans les médias souvent des entrées de ville qui n'étaient pas forcément les plus judicieuses. En tous les cas, voilà, il y a eu certaines villes qui ont eu des remises de prix dont elles se seraient peut-être bien passées. Et c'est vrai parce que c'était sur la France moche, c'est ça. Voilà, on est en fait sur un axe structurant qui est une route départementale qui du coup est vraiment le tronçon qui dessert ensuite les côtes, hein, vraiment la partie balnéaire et l'accès à l'île d'Oléron. Donc évidemment un flux extrêmement important durant 4 à 6 mois de l'année. Et donc évidemment une image de marque aussi de l'entrée de ville, de la commune de Marennes et du bassin de Marennes en tant que tel, important par rapport à ce que souhaitaient les élus, et donc la volonté de pouvoir aussi être à la manœuvre par rapport au type d'activité qui peut être déployé sur cet axe, et avoir aussi, on va dire, la main sur la partie architecturale et paysagée tout le long de cette RD. Aussi, parce qu'après, on va essayer de voir comment on met en perspective les deux exemples, hein, qui sont de nature similaire du point de vue de leur proximité avec la route nationale, de effectivement leur superficie. Pour autant, si j'ai bien compris, Fanny Girard, et je m'assure, on est d'accord, Manon Saint-Nicolas n'est pas présente ce matin avec vous. Je crois qu'elle est... Mais en distanciel. Voilà. Ah, d'accord, voilà. Vous êtes là maintenant, Saint-Nicolas, parce que vous représentez effectivement, vous êtes chef de projet foncier à l'EPF Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous souhaitez compléter sur cet élément de caractérisation de la zone d'activité économique quelques éléments à ce stade, quand
quand on vous a confié le dossier. Vous voulez interagir à ce stade? Oui, effectivement, du coup, comme l'a souligné Madame Girard, c'est vraiment des thématiques qui ont été mûrement réfléchies en interne par la communauté de communes et la ville de Marennes. Nous, on a été sollicités en 2018 pour réfléchir à un partenariat entre l'EPF, la communauté de communes et la ville de Marennes. Nous, on s'est inscrit dans la continuité de nos missions puisque, comme l'a souligné notamment la directrice générale de l'EPORA, on est un établissement public foncier d'État. Il en existe 12 en France, dont 10 sur le territoire métropolitain. Chez vous, c'est plutôt du coup l'EPORA qui est en charge de votre territoire. Et notre mission, elle est d'acquérir et de gérer pour le compte des collectivités publiques, donc comme la communauté de communes du bassin de Marennes, des fonciers bâtis ou non, comme ça a été le cas sur le cas qu'on est en train de vous présenter, est nécessaire à la réalisation de projets urbains ou immobiliers. Donc là, c'était vraiment l'objectif de pouvoir optimiser cette zone en retravaillant la cohérence des formes urbaines, des activités présentes, mais aussi des linéaires de voirie, parce qu'il faut savoir que sur la zone, c'était beaucoup de voiries privées, donc il y avait vraiment cette volonté de pouvoir retravailler sur l'équipement public et la voirie. Donc nous, quand on a été sollicité par la communauté de communes, effectivement, on a d'abord étudié le besoin pour pouvoir voir ce qu'il était possible de faire en ingénierie interne et quelles étaient les compétences qu'on pouvait mettre à disposition pour pouvoir aider la communauté de communes et l'appuyer dans sa politique sur la zone d'activité économique. Parce qu'on intervient à la fois sur le littoral, mais aussi le rétro-littoral, sur des communes urbaines et périurbaines. Là, c'était très intéressant de par la particularité un peu de la communauté de communes. C'est quand même une des plus petites communautés de communes de la Charente-Maritime. Donc, on avait vraiment la volonté de pouvoir se mobiliser en interne pour servir ce beau projet. Notre action, elle s'inscrit également sur des politiques publiques qui sont fixées par nos tutelles ministérielles, comme pour les PORA par exemple. Donc nous, ce projet, il nous a d'autant plus intéressés parce que c'est un projet de développement économique, alors que c'est vrai qu'initialement, l'EPF travaille plus sur le développement de l'offre de logement, notamment logements sociaux, avec toute notre intervention sur le littoral. Donc on a intervenu dans cette perspective-là. Ce qui nous intéressait aussi beaucoup, c'était cette volonté de pouvoir recycler du foncier soit dégradé, vacant ou de la dent creuse, puisque cette thématique, elle nous est de... caché, comme on dit Madame Miller. Exactement. Elle est de plus en plus récurrente, comme l'a souligné en début de séance, toujours la directrice générale de l'EPORA, avec cette loi climat et résilience, puis la loi ZAN qui vraiment restreint du coup l'extension urbaine. Donc il faut repenser un peu cette manière de voir l'urbanisme tant aujourd'hui que dans le temps. Exactement. Donc trouver des solutions, d'où la présentation de ce jour. On va peut-être revenir du côté de Madame Girard, continuer la deuxième partie de l'exposé, parce qu'on a envie de comprendre comment vous avez avancé, obtenu des résultats. Dites-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre exécution. Je crois que ça commence en 2018, j'ai bien compris, vous êtes bien engagé à 80% d'exécution de ce qui a été planifié. Dites-nous tout. Je ne vous vois plus, Madame Girard. Oui, c'est ça, je vous vois. Allez-y. Alors évidemment, la partie développement économique, on va dire dialogue avec les acteurs économiques du terrain a été évidemment primordial. On a fait plusieurs réunions publiques avec les entreprises, mais des entreprises de manière large, à la fois de cette zone, mais de l'ensemble des zones d'activité économique que l'on gère sur l'ensemble du bassin de Marennes. On a également, on va dire, semé un petit peu les graines autour de nous, c'est-à-dire sur les agglomérations voisines, que ce soit sur celle de Royan-Atlantique ou de Rochefort-Océan, puisqu'en fait notre bassin de vie est un bassin traversant. On est donc du coup vraiment le lien entre deux territoires. On a des bassins d'emploi qui du coup en fait sont très poreux d'un côté comme de l'autre. Et on va dire toutes ces... voilà, alors après il y a toutes ces démonstrations, en tous les cas, tous ces appels du pied ont payé leurs fruits. Alors, il y a une question peut-être de chance, d'opportunité, je ne sais pas comment on peut l'appeler. En tous les cas, cette partie
de communication vers l'extérieur par rapport à notre taille qui est relativement modeste, a permis d'intéresser des porteurs de projets qui ont trouvé dans le bassin de Marennes, grâce aussi à des possibilités de requalification de friches, une opportunité de pouvoir s'installer. Alors, on a la chance d'avoir pu capter une entreprise emblématique sur le domaine du loisir et notamment du surf, de la production de surf, mais également de la commercialisation de planches de surf au niveau national et international. Bon, c'est un bel emblème, c'est une belle réussite. Ce sont des projets qui se mènent, on va dire, voilà, sur 3-4 ans, puisque les premiers échanges datent de 2019. Donc, on a instauré, on va dire, un dialogue de confiance avec les acteurs du terrain. Aujourd'hui, on est à 80% de réussite, donc on va dire à la fin de la première période de convention, puisqu'on avait fait 2019-2023, puisque ça a été signé en 2019, donc sur une période de 5 ans. On a fait un avenant à la convention pour permettre de pouvoir prolonger d'1 an de manière à finaliser le stock de foncier avec le dernier projet qui est en cours. Donc voilà, les élus aujourd'hui réfléchissent évidemment à une nouvelle mouture parce qu'on n'a pas terminé l'ensemble de cette requalification, malgré tout, même si les résultats sont encourageants. Mais je pense qu'en effet, graduellement, ça a été une volonté de coller au terrain, d'être très pragmatique, de partir des besoins des entreprises, de leur donner aussi une alternative, parce qu'aujourd'hui, des entreprises qui, du coup, en fait, avaient des conflits d'usage, de fait de leur activité artisanale qui venaient cohabiter avec des activités commerciales, notamment avec un flux entrant touristique important sur plusieurs mois de l'année, il fallait leur donner en fait la possibilité de pouvoir en fait avoir une alternative et de s'installer ailleurs dans une zone d'activité qui soit plus adaptée. Ça a été aussi la possibilité qu'on a eu de le faire parce que la communauté de communes avait mené une politique d'acquisition foncière dans les années précédentes assez importante, ce qui nous a permis en fait de rebasculer des activités artisanales sur d'autres fonciers, limitées malgré tout, puisqu'on est contraint par la loi littorale aussi, on a beaucoup de contraintes sur notre territoire, bien avant le ZAN. Et donc, on a eu cette possibilité de leur donner cette alternative. Donc voilà, ça a été un dialogue de long cours. C'est toujours un dialogue de long cours. Aujourd'hui, on en voit les fruits, puisque du coup, on a des entreprises qui sont dans une phase de mutation qui, au lieu d'attendre le dernier moment pour nous en accueillir, évidemment, viennent en amont nous tenir au courant de ce qu'ils souhaitent pouvoir faire. Et c'est ça que vous appréciez. Voilà, aujourd'hui, on a un vrai partenariat, mais on partait de très loin. Donc, je pense qu'en effet, la communication, les remontées de terrain, la prise en compte des besoins, le fait que du coup, on fasse aussi ce que l'on a dit, que l'on ferait dans le temps imparti. Les réussites aussi qui aujourd'hui prennent corps, hein, les chantiers qui sont en train de se faire, la manière dont on le fait, c'est-à-dire qu'aussi on a voulu avoir une certaine, quand on parle de sobriété foncière, c'est aussi parler de mutualisation au niveau des différents parkings, des espaces publics, des abords paysagers, que du coup en fait on ait pensé cette requalification urbaine autour de la mutualisation avec des zones publiques, des zones qui vont être gérées par la communauté de communes et qui vont faire en fait des passages traversants entre le nord et le sud de la zone. Déjà, on a l'impression que votre exemple, puisqu'on va passer bientôt après les questions du chat sur l'autre exemple du Mormontais, on a l'impression que ce que vous nous reversez, c'est que dans le fond, vous avez bien sûr une démarche pragmatique, mais dans ce pragmatisme, vous avez laissé toute sa place effectivement au travail avec les EPF et vous avez peut-être moins stricto sensu travaillé sur la question économique que plutôt sur le projet territorial en général. Vous me disiez pendant les préparatifs que dans le fond, il y avait pas forcément une entrée éco stricto sensu. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Pas complètement. Oui, tout à fait. En effet, il y avait cette entrée évidemment économique. Hein, évidemment, notre première compétence étant celle, en effet, de pouvoir développer de manière économique le territoire et des emplois à la clé. Mais il y avait aussi, pas que. Mais pas que. Il y avait aussi cette volonté de pouvoir en fait
instaurer déjà un dialogue davantage avec les acteurs privés, les privés du secteur, et d'avoir aussi une vraie cohérence territoriale par rapport une ambition plus large. Voilà, cohérence territoriale aussi par rapport à nos voisins, hein, puisqu'on travaille en partenariat avec les agglomérations voisines. Et c'est vrai que du coup, c'était en bonne intelligence, ça s'est fait toujours en bonne intelligence de cohérence territoriale à l'échelle évidemment des révisions de PLU de la commune centre, et à l'échelle du SCOT inter-EPCI, et à l'échelle en effet on va dire plus largement des bassins de vie qui nous bordent. Oui, donc ça aussi vous donne motif de satisfaction, une très bonne inscription dans les documents de planification que vous venez de décrire. Donc si je comprends bien, un exemple qui crée un alignement tout à fait positif de tous les acteurs de la chaîne d'aménagement, et s'agissant du besoin de portage sur les fonciers cachés, j'ai fait mienne cette expression, du coup merci Madame Hiller, concernant ce portage-là, est-ce que ça veut dire que dans la suite des événements, vous reversez là aux personnes qui vous écoutent dans le chat, et donc il y a une question qui va vous être adressée, est-ce que vous avez envie d'attaquer cette nouvelle séquence avec plus de vigilance ou d'intensité stratégique sur certains sujets? Alors évidemment, on est, on va dire, à la moitié du parcours, hein. Il nous reste encore une certaine distance à parcourir, mais c'est vrai que aujourd'hui, on a aussi on va dire, l'adhésion de l'ensemble des élus sur ce mode opératoire, ce qui du coup était aussi qui n'était pas forcément non plus gagné au départ. Je veux dire, le président et le vice-président ont dû aussi faire preuve de conviction auprès de leurs collègues pour pouvoir engager cette politique qui engageait les finances de la communauté de communes du bassin de Marennes, petite collectivité encore une fois, avec les finances qui vont avec. Donc aujourd'hui, en fait, sur un renouvellement de cette convention, évidemment, quand on ressort avec des résultats qui sont probants, c'est toujours plus facile. En plus, avec des projets de qualité qui, du coup, vont générer de l'emploi sur le territoire, qui, du coup, sont acceptés par l'ensemble de la population et l'ensemble des parties sur le territoire. Bon, voilà, on est quand même avec des points positifs. On part quand même avec quelque chose de plus confortable. Mais ça n'empêche que on sera encore confronté certainement à l'exercice du droit de préemption, parce que parfois l'accord amiable n'est pas possible, il faut se le dire. Ça a été déjà le cas, et ça le sera certainement à l'avenir pour quelques fonciers qu'on a identifiés. Bon, voilà, on n'est pas aujourd'hui pressé par le temps. On se dit que du coup les choses vont se faire pas à pas. On intéresse aussi davantage de foncières pour pouvoir aussi avoir des porteurs de projets plus diversifiés, parce que c'est toujours pareil. Il fallait aussi avoir cette opportunité d'être visible et d'intéresser des foncières qui portaient des linéaires commerciaux. C'était moins le cas avant. L'expérience nous permet aujourd'hui d'être plus visible et d'attirer davantage d'investisseurs. Je ne vous entends plus. Et peut-être pour compléter, une des forces aussi de ce projet, c'est qu'il a vraiment été pensé pour pouvoir vivre même le week-end, puisqu'on se dit souvent que les zones économiques, c'est surtout la semaine, et les week-ends, c'est plutôt une zone morte. Et là, la volonté de la communauté de communes, ça a vraiment été de pouvoir trouver des solutions pour faire vivre cette zone. Donc par exemple, il y a un skatepark qui va être créé, il y a des entreprises qui seront ouvertes le week-end comme une salle de sport, et c'est ça aussi qui est intéressant. Comment on repense un bassin de vie sur une zone économique. Angèle, ton micro est coupé. Excuse-moi, Angèle. C'est la salle, votre salle, le micro de votre salle côté Urbalion. Très bien, merci. C'est bon. Alors oui, je disais que sur la vidéo diffusée par Vincent Escartin sur l'entreprise de surf, en laissant, et on va voir ça avec Elodie, heureux en tant qu'entreprise d'avoir des nouveaux usages, de bien sûr de travailler, mais aussi d'accueillir du public. Donc, vous participez de ce projet de société. On va prendre 2 questions de chat, et relayées par Vincent Escartin, et en plus, après, Jean-Christophe Tépépian. Quelle question, Vincent, à Marennes, du côté de nos participants?
Oui, tu m'entends, Angèle? Oui, très bien. Quelle obsession. Alors, quel travail de qualification architecturale et paysagère a été mené sur cette zone d'activité? Sur ce point-là, quels acteurs ont été mobilisés? Alors, allez-y, Fanny. Oui. Alors, sur cette partie, on va dire, paysagère et architecturale, en fait, on s'est fait accompagner par un cabinet d'architecture qui, du coup, en fait, a inscrit, on va dire, en termes de charte paysagère et architecturale, un certain nombre d'éléments qui sont, du coup, à respecter lors des dépôts de permis de construire et qui s'adossent, en fait, à la charte paysagère et architecturale qui déjà était retranscrite dans le SCOT inter-EPCI entre le bassin de Marennes et l'île d'Oléron. Voilà, et on a une mission, donc on a en fait on va dire un architecte conseil que l'on met à la disposition en effet des porteurs de projets pour les accompagner dans cette démarche-là. Les élus sont extrêmement attentifs, évidemment, à la qualité des projets qui bordent en fait cette route départementale, parce que évidemment, on n'a pas, on va dire, actionné tout ce processus, tout ce dispositif pour arriver à des projets qui du coup ne respectent pas la qualité des bâtis. Donc on a souhaité avoir aussi des reculs par rapport, en fait, des reculs paysagers par rapport en fait à la route départementale, avec une qualité au niveau des bâtis, notamment par rapport à des matières plus nobles autour du bois, etc. Et donc on a cette mission d'architecte conseil qui est proposée en fait aux porteurs de projets, avec une supervision de l'ensemble des permis de construire qui est faite aussi par ce cabinet d'architectes urbanistes qui donne son visa avant que ça parte ensuite en commission urbanisme de la commune et en commission économique de l'EPCI. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Fanny pour cette présentation et cette géométrie du partenariat qui était très complète et visiblement très encourageante. En voilà un bon retour pour parler de l'audace sur les territoires pour réinvestir le foncier. Mais nous continuons et nous revenons dans la région lyonnaise. Merci Fanny, merci Manon sur Auto aussi qui, malgré la situation un petit peu médicale, s'est mise en distanciel. Merci beaucoup. On revient du côté de l'aire métropolitaine lyonnaise et je vais passer la commune du Pays du Mans-Nantais en la personne de Loïc Biot. Bonjour Monsieur Biot, vous allez pouvoir allumer votre micro. Vous êtes vice-président du développement économique de cette communauté de communes du Pays du Mans-Nantais et vous êtes accompagné ici dans ce studio lyonnais par Élodie Labalme. Élodie, bonjour, vous êtes directrice du foncier et l'aménagement chez EM2C. Alors, on est ravis de vous accueillir déjà premièrement. Et on va effectivement, grâce à vous, prendre un peu l'effet miroir de cet exemple de 20 hectares à côté d'une route à réaménager et de voir dans le fond si le pragmatisme mis en perspective par nos deux témoignantes sont le même pragmatisme dont vous vous revendiquez aussi. Tout d'abord, Monsieur Biot, où sommes-nous? Parce que bon, nous on aime, mais peut-être que du côté de Marennes, on ne connaît pas trop où se situe effectivement ce territoire. Si vous pouvez nous en parler. Oui, donc le territoire du Pays Mans-Nantais, c'est un territoire de 30 000 habitants environ qui touche les agglomérations, les métropoles lyonnaises et stéphanoises, qui est à une vingtaine de kilomètres des deux métropoles, avec une attractivité assez forte en termes d'habitat, mais également en termes d'entreprise, puisqu'on n'est pas très loin d'un certain nombre d'axes autoroutiers. Aujourd'hui, sur notre territoire, par rapport à ce qu'on a pu entendre, un petit zoom, on a vraiment 3 types de zonage. On n'a pas de problématique de cannibalisation de l'habitat sur l'industrie, par exemple. Mais dans la mesure où aujourd'hui, nous, on a fait un choix politique fort, c'est-à-dire qu'on a nos villages sur lesquels il n'y a pas d'activité. On a nos zones agricoles, c'est 80% de notre territoire et elles sont classées en PENAP. Donc aujourd'hui, en termes de sobriété foncière, nos zones agricoles, on ne peut pas y toucher. Et on a nos zones industrielles et artisanales sur lesquelles on développe de l'activité et pas de l'activité économique, parce que l'activité économique au sens commerce, elle est dans les villages. Donc dans nos zones, on n'a pas de problématique de commerce, de friche commerciale à requalifier. Donc vous êtes relativement serein,
voulez dire pour travailler le foncier, c'est-à-dire le foncier n'est pas mis en concurrence avec un autre foncier, puisque c'est clair sur la partie agricole, l'agricole est préservé. C'est clair avec la partie habitat, puisque l'habitat n'est pas pas du tout au même endroit que nos zones d'activité. Néanmoins, ces zones, et notamment la zone dont on va parler, qui est la zone d'activité des Platières, qui est à cheval sur 3 communes, c'est une zone qui a été créée dans les années 80, sur une trentaine d'hectares, qui donc a été créée avec un logiciel qui est aujourd'hui obsolète. C'est l'entreprise avec sa barrière autour qui mange du foncier. Et aujourd'hui, il y avait 2 problématiques fortes, qui étaient la problématique de traiter les réserves foncières et les dents creuses dans la zone, et la problématique de faire une petite extension. Il devait y avoir une quarantaine d'hectares au SCOT en termes d'extension sur cette zone. Une fois qu'on a travaillé les choses, travaillé la sobriété, les zones humides, etc., on est plutôt revenu à une quinzaine d'hectares en termes d'extension. Donc Élodie expliquera un peu comment on a pu travailler ces choses-là. Puis on a souhaité mettre une thématique aussi pour nos habitants. On a mis une double thématique avec des notions de priorité. La première, c'est priorité aux entreprises endogènes, donc permettre à nos entreprises et nos emplois de se développer, de ne pas se délocaliser, puisque forcément, sur les agglomérations voisines, il y a aussi des fonciers. Une entreprise qui est en croissance, elle peut avoir envie de partir. Ça va nuire à la qualité de vie de nos habitants. Donc la première priorité, c'est permettre aux entreprises en place de se développer sereinement chez nous en préservant la qualité de vie de leurs salariés. Et le deuxième fil rouge qu'on a mis en place, c'est créer une nouvelle filière dans nos zones autour de l'agroalimentaire, puisque j'ai parlé de l'enjeu agricole qui est fort pour nous. Il y a des sujets autour de comment apporter des débouchés à notre agriculture, et on s'est dit à un moment donné, quitte à travailler sur du foncier agricole en termes d'extension, à un moment donné, autant que ce foncier agricole apporte un service à l'agriculture, et donc on a privilégié une filière agroalimentaire où finalement on apporte des débouchés à nos agriculteurs. D'accord, donc vous avez en tant que VP Eco, vous raisonnez aussi, et c'est un peu le propos de l'accompagnement privé, en chaîne de valeur. Vous avez quand même dans votre volonté de faire avancer les choses l'idée que ce soit du DEVECO. Évidemment qu'on travaille en chaîne de valeur. Il y a un mot que je n'ai pas entendu et qui est fondamental en termes de sobriété, c'est la sobriété financière aussi. Parce qu'on parle de sobriété foncière, mais à un moment donné, nous, quand on est arrivé aux commandes à la communauté de communes, le projet, il avait déjà subi moult et moult études. On arrivait à des études qui affichaient plusieurs millions d'euros pour arriver à faire sortir la zone, qui faisait que depuis des années, le système était bloqué. Nos entreprises menaçaient de partir puisqu'on n'était pas assez rapide sur la mobilisation du foncier pour les faire croître. Donc à un moment donné, on a changé un peu notre façon de voir les choses et on a créé un partenariat intelligent avec la société Valoripolis, représentée par Élodie ici, pour essayer de monter une stratégie d'aménagement avec l'objectif d'être ultra rapide. On va dire, on parle ici de quelques années, 2 à 3 ans, pour arriver à sortir nos projets. Et hyper pragmatique dans les négociations, notamment les négociations foncières, que ce soit sur les dents creuses ou sur les extensions. Et c'est tout l'objet du partenariat qu'on a mis en place et qui finalement n'a pas mobilisé de financement de la part de la communauté de communes. Elle a mobilisé de l'énergie. Alors Élodie, on le voit très bien quand on rencontre un élu comme M. Buot. Donc déjà, on prend une situation avec une certaine attente de rapidité, le temps c'est de l'argent, et effectivement un accompagnement privé. Dites-moi un peu tout de même, EM2C, d'enfants, vous venez de quelle culture pour accompagner une telle demande? Donc, le groupe EM2C, c'est juste le petit... voilà. Okay. Oui. Voilà. Le groupe EM2C, donc, c'est une entreprise familiale aujourd'hui d'une centaine de collaborateurs basée à Vourles. Donc on est à côté de la Copamo, sur le territoire de la CCDG. Une entreprise un ensemblier urbain avec 3 métiers. Métier de constructeur, contractant général, immobilier d'entreprise, de promoteur et d'aménageur à travers la filiale. Donc je dirige aujourd'hui Valoripolis. Un lien fort avec les territoires qui nous a amené effectivement à nous rapprocher de la Copamo. Comme vous venez de le dire, Angèle, avec une vraie envie, un vrai portage politique, une envie d'aller vite,
Alors, je dirais pas que je suis un peu l'intrus dans la conférence d'aujourd'hui, le webinaire. Au contraire, vous représentez vraiment ce que nous souhaitons produire, c'est bien une vision globale de cet aménagement, y compris avec les acteurs privés. Et oui, en effet, parce qu'on a, avec une vraie efficacité, puisqu'on a mis en place sur la COPAMO, à travers un protocole partenarial, une vraie efficacité. On a su développer en quelques années, comme l'a dit Loïc, trois secteurs d'extension de la zone des platières. Là, on s'inscrit vraiment dans de l'artificialisation, même si elle a été pensée, effectivement, réduite après, comme l'a dit Loïc, sur 23 hectares au lieu de 40, avec des traitements de l'ensemble des sujets environnementaux. Mais dans un cadre partenarial, puisqu'on a validé avec la COPAMO l'ensemble des implantations autour des deux axes de l'agroalimentaire et de l'accompagnement des entreprises endogènes, et où effectivement on a travaillé aussi sur la montée en gamme plus générale de la zone, et on s'est engagé aux côtés de la COPAMO à réfléchir, à mener une réflexion sur les dents creuses pour les valoriser, ou dans le cadre des comités de pilotage qu'on a mis en place, on a réfléchi à ce que les prospects qui arrivaient, qui étaient intéressés pour s'implanter sur les secteurs d'extension n'avaient pas plutôt vocation à aller se réimplanter dans la zone, où on a arbitré, réorienté les sujets. C'est vous qui avez pris en charge cette réflexion, dans le fond assez stratégique, sur la question économique. Aux côtés de la COPAMO, oui, dans le cadre d'instances de partage d'informations, voilà, en fonction des attentes des clients. La première réponse n'était pas forcément une installation sur les nouvelles disponibilités foncières dans les extensions, mais aussi est-ce que voilà, ils n'ont pas plus vocation à aller au sein des dents creuses, voilà. Et ça, pardonnez-moi de le dire, c'est un dialogue avec Monsieur l'élu qui connaît intimement ces entreprises. Juste une petite parenthèse et je reviens vers vous. Vous les connaissez très bien ces entreprises. Vous avez mis en place des outils spécifiques pour l'expression de ces besoins? Alors, oui, on a une connaissance très fine des entreprises de notre secteur. On a un club d'entreprises qui les regroupe et qui les fédère. On dialogue fréquemment avec eux et on est au courant de leur projet d'extension. On a par exemple une société dans les travaux publics qui a quelques centaines de salariés. On sait qu'elle voulait construire son siège social. Elle a déjà une emprise de quelques hectares sur la zone. Elle aurait aimé prendre une zone sur l'extension. À côté de chez elle, il y a une dent creuse. À un moment donné, on a travaillé la dent creuse, on a réussi à lui sortir. Et finalement, elle va garder son site en place et l'étendre sur cette dent creuse. On a répondu à ses attentes de façon conjointe. Alors, on revient à vous, Élodie. Donc, vous prenez ces copies, c'est un travail conséquent. Un travail conséquent, oui. Vraiment un travail partenarial, comme vient de le dire Loïc. Un vrai temps d'échange. Nous aussi, du coup, on a rencontré les entreprises en place sur la zone, dans le cadre du Cercle aussi, qui est l'association que vient de citer Loïc. Donc voilà, c'est vrai que finalement, on a réussi à avoir deux offres complémentaires, une offre avec des nouvelles surfaces foncières au sein de nos zones d'extension et un travail plus fin au sein de la zone existante pour permettre sa montée en gamme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a su faire ça avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de réactivité, avec une réponse immédiate aux besoins des entreprises. C'est vraiment ça qui a dicté, je pense, notre action commune. C'était d'aller vite, répondre avec pragmatisme, avec une réalité économique, puisque je tiens à préciser, on a parlé effectivement de spéculation, que ce soit dans le cadre de la zone existante ou des extensions, on est sur les mêmes prix de sortie aujourd'hui. L'engagement aussi qu'on avait pris aux côtés de la COPAMO, c'était qu'il n'y ait pas de spéculation foncière, qu'on arrive à des prix qui restent attractifs pour les entreprises. Et le challenge est rempli puisque les zones d'extension aujourd'hui sont complètes. On a réussi à implanter des entreprises du territoire et d'autres en lien avec l'agroalimentaire. Un aller-retour entre vous deux, puisque c'est une grande chance de vous avoir tous les deux ici. Ça veut dire que sur cette question des prix, qui n'est pas moindre dans la façon d'aller faire des offres financières, puisque vous parlez de sobriété financière. Comment vous avez réussi, Monsieur Biot, justement, à créer l'idée que, je vous cite, le train ne passera qu'une fois pour proposer une offre d'achat, mais comment vous avez pu exprimer cette tension à un prix maîtrisé? Déjà, on parle de requalification de zone, ça veut dire qu'avec requalification, on peut à la fois mettre des nouveaux terrains, mais on peut aussi en sortir. Donc
Donc ça, c'est quand même un marteau pour nous qui est important. C'est que dans une main, on a une caresse, dans l'autre, on peut avoir un marteau. Et donc, on a souhaité, par rapport à ça, essayer d'uniformiser un petit peu nos prix. Sur le foncier économique, on a capé notre prix à une centaine d'euros, en disant aujourd'hui, on n'acceptera pas que sur notre zone d'activité, il y ait des terrains qui se vendent plus de 100 euros. Et à la fois sur la partie agricole, donc sur les terrains qui étaient en extension, on a capé aussi nos prix. On a dit à Valoripolis, il serait inacceptable que vous achetiez plus de 30 euros du foncier pour l'extension de la zone. Ce qui fait que très facilement, quand les gens qui étaient vendeurs se trouvaient face à ce mur devant Valoripolis, ils revenaient nous voir et on leur expliquait assez simplement la question du prix du foncier, qu'à un moment donné, on n'était pas là pour faire de la spéculation, on est là pour que les gens gagnent tous leur vie de façon raisonnable. Et le projet dont je parlais il y a quelques minutes sur l'entreprise de travaux publics, le terrain qu'on a pu lui récupérer, qui fait un petit hectare, il y avait eu des propositions à plus de 200 euros. Ça nous a amené à des négociations très fortes avec les opérateurs qui avaient signé un accord avec le propriétaire. On a reçu le propriétaire à plusieurs reprises et au final, on a ramené le prix du terrain à 100 euros avec un autre opérateur, puisque c'est l'entreprise qui l'a acheté en direct. Et on a fait comprendre aux propriétaires qu'ils pouvaient avancer à 200 euros, mais qu'en tout cas, ils allaient rencontrer des embûches sur leur chemin et que ça allait durer un moment et que c'était sûrement pas la bonne stratégie pour essayer d'accéder rapidement à leur vente. On a fixé, en fait, on a connu les règles du jeu assez rapidement, on les a discutées ensemble, et derrière, nous, on s'est inscrit dans ce cadre-là. Et c'est vrai que ça a très bien fonctionné. Alors, est-ce que, je reviens sur l'appui privé que vous avez constitué pour travailler effectivement main dans la main, ça veut dire que là, vous êtes rentré dans une dynamique vraiment d'un rapprochement offre-demande qui va être assez challengeant. Est-ce que vous, alors vous avez d'autres clients, j'imagine, sur la façon de travailler ces dossiers? Est-ce qu'il y a une spécificité dans la façon de travailler dans le monde Nantais, dans ce type de PCI? Est-ce que dans la typologie là, des dossiers que vous avez, voilà, certains ont des EPF, d'autres pas. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, Elodie, était important à accélérer? Je pense qu'en fait, on montre que le privé peut être pertinent en fait, dans ce genre de montage. À partir du moment où il y a une confiance avec le territoire, on a quand même, nous, à titre privé, financé l'ensemble, en fait, donc des opérations d'extension. Donc, comme le disait Loïc en préambule, c'est qu'il n'y a pas eu un euro de la collectivité, beaucoup d'énergie par contre. Et la spécificité, je pense, du territoire nantais, c'est ça, c'est la connaissance des élus, le dynamisme, la présence sur le terrain, donc qui a fait la réussite du projet. Et le fait que nous, on a été très à l'écoute, en fait, des attentes politiques, à l'écoute des entreprises, pour proposer un foncier adapté en termes de prix, en termes de configuration. Voilà. Allez-y, je vous en prie. On a rencontré des temps de, je ne vais pas dire friction, parce que ce n'était pas de la friction, mais des moments où, dans le cadre du comité de pilotage, par exemple, il y a eu à un moment donné un gros projet d'implantation d'une entreprise logistique pour créer un site autour du bio, de stockage de denrées alimentaires, etc., mais qui avait des conséquences de transport assez importantes. C'était un client important pour Valoripolis M2C, puisque c'était déjà leur client sur d'autres sites. Ils allaient s'implanter avec 200 emplois sur une petite dizaine d'hectares. On a refoulé le projet à un moment donné parce qu'il ne correspondait pas aux attentes du territoire. Et Valoripolis a retravaillé la copie, on a retrouvé, on a segmenté la parcelle et on a retrouvé d'autres prospects. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi des moments où d'échanges, de discussions, et où on a eu des désaccords, mais ce qu'on a su facilement surmonter. Alors, sur le choix que vous avez fait de ce travail avec M2C, alors pourquoi ce choix? On le comprend, une efficacité assez impressionnante, puisqu'après, si j'ai bien compris, vous avez aussi travaillé sur l'encadrement, sur le portage des procédures et sur les dents creuses, sur les réflexions, sur comment les valoriser. Il y a aujourd'hui des déclassements de voiries, c'est un exemple qui a été cité par les autres collectivités, des classements de voiries en cours pour permettre l'extension d'une entreprise, lui permettre un accès plus correct à son site. Voilà. Pourquoi ce choix de travail dans une tonalité d'un partenaire privé? Pourquoi à un moment vous êtes
peut-être questionné en vous disant, dans le fond, je pourrais faire un attelage un peu différent, peut-être prendre une partie moins impliquante de la part de M2C. Alors, je ne dis pas forcément l'établissement public foncier, on a vu du côté de Marennes. Qu'est-ce qui fait que vous avez conduit ce choix dans la façon d'être un jeu partenarial gagnant? Il y a deux paramètres majeurs. Le premier, c'était la situation financière de PCI, c'est-à-dire qu'on sortait d'un mandat où on avait sorti un centre aquatique et un nouveau siège pour la communauté de communes, donc un endettement fort et pas de capacité à un moment donné de se réendetter et de réinvestir sur de l'économie immédiatement. Donc ça aurait déjà créé de la latence dans l'extension ou la rénovation de nos zones, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est des demandes d'entreprises à l'époque qui étaient très fortes de vouloir s'implanter sur notre territoire avec des lettres d'engagement en disant moi je vais venir, parce qu'on a quand même une attractivité assez forte, je vais venir, il faut que vous me donniez une réponse et que je sois capable de commencer mon chantier à un horizon de 24 mois. Et si on veut répondre, on a tordu ça dans tous les sens, si on veut répondre à la demande de l'industriel qui dit moi dans 24 mois je veux poser ma première pierre, à un moment donné, la seule réponse qu'on a trouvée, c'est la réponse du partenariat avec le privé pour essayer d'aller vite et bien. Alors, quel privé excusez-moi, je vais vous interroger un peu sur votre background, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des dossiers assez complexes. Vous avez vous-même une culture publique dans votre propre pratique de votre travail, qu'on comprenne bien aussi pour les collaborateurs qui sont là et qui s'intéressent aussi d'où viennent les facteurs de réussite, cette audace. Oui, Angèle, c'est ce que je vous avais dit lors de notre entretien préalable, c'est-à-dire que moi je suis issue d'une collectivité. J'ai effectivement une appétence à travailler avec les territoires, j'aime ça, et mes collaborateurs sont issus aussi. Et c'est une forte empreinte aussi du groupe M2C aujourd'hui de vouloir travailler en lien avec les territoires, dans le respect des engagements, d'un cadre qu'on a fixé ensemble, avec du coup une vraie efficacité, alors que les établissements publics fonciers et autres aménageurs publics ont aussi. Mais voilà, on est aussi des acteurs en présence qui savons apporter des réponses aux territoires, aux enjeux économiques, aux enjeux de sobriété foncière aussi, puisque dans le cadre des extensions ou des sujets qu'on regarde, on réfléchit à la densification, évidemment, à l'activité en étage, un foncier n'a été cédé avec des réserves foncières, où les réserves ont été bien réfléchies pour vérifier sous quel délai les entreprises allaient s'étendre, donc avec des choix raisonnés sur le foncier. Donc on avait bien tout ça en tête et je pense que ça a bien marché. D'autres exemples, alors le Mornantais, vraiment qui nous tient à cœur, parce que c'est notre territoire voisin, mais sur la mission Vallée de la Chimie, c'est un exemple que je vous avais cité aussi, la métropole de Lyon a fait appel finalement aux acteurs privés et a eu un rôle d'animateur pour mettre en relation les acteurs, les propriétaires privés, de friches, des industriels de la vallée et des opérateurs privés dans un cadre pareil, des règles du jeu qui étaient fixées et ça a fonctionné aussi. D'accord, donc vous témoignez qu'il y a une typologie de situation qui fait qu'on fait des attelages et des outillages très différents. On va prendre des questions. Je crois qu'il n'y a pas de questions sur... Alors justement, moi je vais vous en poser une. Ça veut dire que monsieur l'élu, j'ai envie de dire l'élu, parce que dans le fond, là on voit que vous avez joué un rôle d'animateur. Enfin, vous avez autour de vous coordonné... ça sera dans le temps long. Est-ce que c'est le rôle de l'élu, tel que vous l'avez pratiqué, avec cette volonté de créer un développement endogène? Est-ce que c'est tenable ou est-ce que l'ingénierie, dans le fond, peut vous proposer des éléments d'accompagnement qui permettent effectivement peut-être d'apaiser les zones d'activité sûrement, mais aussi d'apaiser les éléments de l'ingénierie? Non, je crois que le rôle est tenable dans le dynamisme et le court terme. On a après des visions moyen terme. Aujourd'hui, sobriété foncière, nos zones d'activité, on a fait des extensions, on n'a plus d'extensions possibles. La seule extension qu'on pourra faire dans le futur, ça sera des extensions en hauteur, on va dire, sur nos zones d'activité. Et c'est là où il faut que les agences d'urbanisme,
le SCOT et les différents partenaires avec qui on travaille puissent nous accompagner auprès des communes pour arriver à vendre à nos collègues élus, ce que ce n'est pas toujours évident, notamment en frange agricole, à vendre que de nos zones d'activité vont pouvoir monter un petit peu, qu'on va pouvoir les densifier en hauteur. Et là, on aura besoin effectivement d'ingénierie parce qu'il va falloir aller expliquer à des élus. Par contre, moi, je pense que sur la partie et sur le volet purement opérationnel, il faut qu'on reste dans des partenariats qui permettent d'avancer rapidement. Alors, vous avez une question de Florence Hilaire pour tous les deux. Florence Hilaire, je vous écoute. J'essaie de vous situer. La directrice de l'EPORA. Alors, sinon. Merci. Oui, je vais relayer sa question. Alors, sans l'extension qui poursuit de mener une telle démarche. Je vais peut-être compléter en disant que ce que je comprends, c'est que cette opération est intéressante et viable parce qu'une partie de l'extension sur les zones agricoles permet peut-être d'équilibrer les interventions beaucoup plus coûteuses de régénération et d'intervention sur les zones déjà construites. Donc la question que je me posais, c'est sans l'extension possible qui est aujourd'hui dans ce schéma, est-ce qu'il y a toujours une possibilité viable d'intervenir que sur la régénération ou il faut l'extension pour pouvoir faire cet équilibre? Non, je pense qu'on peut agir que sur les dents creuses et la régénération de la zone, parce qu'on a des entreprises qui partent, il faut réinventer les bâtiments, etc. Donc on aurait pu très bien conventionner sur la montée en gamme, de notre zone et sa densification, du fait des mouvements naturels d'entreprise. Là, on a profité des deux par opportunité. Mais je pense qu'on aurait pu largement le faire sur un seul des deux sujets. Oui, alors, Élodie, je suis d'accord avec Loïc. Alors, je comprends évidemment la question. Nous, notre équilibre de l'opération, il n'était pas monté comme ça. Aujourd'hui, évidemment, même en tant qu'opérateur privé, les sujets de ZAN, évidemment, nous préoccupent et on s'intéresse à des sujets exclusivement de requalification de zones, densification dents creuses en accompagnement des collectivités. Alors, Florence Hilaire, je sais que vous aviez une autre question. Je vous propose de la traiter dans la zone d'étonnement puisque vous voulez aussi nous interroger. Et je suis ravie de voir aussi la présence de Rachid Kander dans le webinaire, que j'espère qu'il rentrera aussi dans la zone d'étonnement tout à l'heure. Et effectivement, la chaîne des acteurs SEM et SPL, comment on peut porter ces transformations d'activités et autres projets en bas. On vous remercie. Je ne sais pas si, je crois que vous êtes pressé. Ouais, vous allez partir. En tout cas, on a eu plaisir à vous accueillir. Vous savez que les agences d'urbanisme sont les animatrices des projets de territoire. Donc, vous êtes ici les bienvenus. Élodie, vous restez avec nous? Super. À très vite, Monsieur Bio, et bravo à vous pour ce travail qu'on aperçoit depuis un peu la route nationale lorsqu'on a dans ce beau panorama des Monts du Lyonnais. On continue du côté de la troisième et dernière exploration avec le témoignage d'Anne-Cécile Bernard. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour. Oui, écoutez, on est content de vous avoir pour clore ces retours d'exploration. On voit déjà deux situations avec des similitudes et pourtant des modes de faire assez différents sur les portages d'ingénierie et le portage politique et l'ingénierie. Vous concernant, vous allez nous aider à mieux comprendre quel est effectivement aujourd'hui, dans le cadre des chambres de commerce et d'industrie, quelle est la partie que vous prenez à faire prospérer cette question. Vous êtes CCI Maine-et-Loire et Nantes-Saint-Nazaire. Nous avons repéré 5 à 6 messages à vous pour les adresser. Merci Angèle. Oui, effectivement. Alors moi, je suis chargée de mission aménagement du territoire à la CCI Nantes-Saint-Nazaire. J'excuse déjà ma collègue Annabelle Michel qui devait intervenir avec moi et pour des raisons de santé, elle n'a pas pu venir. Et donc, en fait, on a travaillé au sein de notre réseau des CCI Pays de la Loire, donc 5 départements, sur le sujet du ZAN depuis plusieurs années maintenant. Alors, juste pour vous resituer, parce qu'on est à l'opposé sur le territoire français. Donc, nous, Pays de la Loire, c'est 5 départements et on a un territoire très dynamique avec la métropole de Nantes et puis également Angers, La Roche-sur-Yon, Laval, Le Mans. Et on a une artificialisation qui est supérieure à la moyenne française, donc un sujet qui est très dimensionnant chez nous et qui impacte énormément aussi les entreprises
entreprises, avec aussi, comme j'imagine chez vous en Auvergne-Rhône-Alpes, une artificialisation liée à l'activité économique qui occupe un quart. Et donc un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps, d'autant plus sur un territoire toujours attractif et avec aussi des enjeux autour du littoral. Alors c'est beaucoup moins le sujet chez vous, mais nous on a un vrai sujet sur ces questions-là. Donc le ZAN se pose de manière très importante chez nous. C'est pour ça qu'au niveau des CCI, on a voulu le prendre à bras-le-corps dans un rôle. Alors vous avez du coup beaucoup parlé de dialogue entre les parties prenantes, et nous justement on veut aussi être partie prenante de ce dialogue, parce qu'on voit bien que le sujet va pas se résoudre tout seul. C'est pas que les collectivités, il faut aussi associer les entreprises, et l'exemple du Mornantais le montre vraiment. Du coup, sur la diapo suivante, donc nous, au niveau de la CCI, ce qu'on voulait montrer, c'était que il faut repenser le développement économique pour faire mieux avec moins, vous l'avez tous dit ce matin, et on voulait aussi travailler sur les différentes chaînes en fait qui va intéresser le ZAN et qui va bousculer les pratiques, que ce soit au niveau de l'observation, vous l'avez dit, et là les agences d'urbanisme ont un rôle important, sur les stratégies aussi, comment on peut peser et porter nos voix aussi dans les stratégies territoriales, sur la planification, parce que les CCI sont personnes publiques associées dans l'élaboration des documents d'urbanisme, donc on accompagne aussi les collectivités dans le cadre des SCOT, des PLU, donc voilà, on a aussi notre rôle à jouer, et puis aussi sur le volet aménagement, animation des zones d'activité. Donc, on l'a vu, les extensions seront chose rare et on va devoir travailler sur l'existant. Et donc, comment aussi on rend les zones plus animées et plus performantes. Et puis après, il y a un gros volet aussi, et là, ça touche vraiment les entreprises, et donc à nous aussi de les accompagner là-dessus, sur le volet construction et occupation et usage, comment sur des bâtiments industriels, des bâtiments économiques, on peut faire plus dense et consommer moins d'espace. Donc voilà un peu les thématiques qu'on voulait travailler. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a ce qu'on disait à l'entretien préparatoire, nous, on a vraiment un rôle de sensibilisation et de montrer des bonnes pratiques, de montrer des alternatives, et surtout d'avoir un discours positif, parce que, je vous le cache pas, les entreprises, quand on leur parle de ZAN comme ça, premier abord, ça peut être un peu percutant. Et donc, c'est de montrer que le ZAN peut aussi être une opportunité, en tout cas que c'est un modèle qu'on doit rendre possible, et on veut les accompagner pour trouver ces solutions d'accueil. Donc, dès 2022, en fait, nos 5 chambres de commerce, au niveau de la région, donc des 5 départements, et les chambres d'agriculture et de métiers, on a fait un travail en interconsulaire pour monter le poids aussi du monde économique. On a écrit un peu notre cadre de référence, comment on pouvait concilier développement économique et sobriété. Donc, à la fois un cadre de référence avec une prise de position, et puis des exemples aussi de bonnes pratiques qu'on a été piochés sur l'ensemble de nos territoires des Pays de la Loire. Et on l'a notamment présenté et diffusé lors d'un colloque régional en mai, où on a voulu justement inviter tous les partenaires des Pays de la Loire, acteurs privés et publics, pour travailler sur cette question. Après, je vais passer vite sur les actions qu'on a pu faire sur nos départements. Alors, ma collègue du 49 n'est pas là ce matin, mais elle aurait pu vous le dire. Donc, avec une volonté forte de le mettre comme un axe stratégique de nos mandatures CCI, parce que nous, au niveau des CCI, on est piloté par des chefs d'entreprise, et c'est des chefs d'entreprise qui s'intéressent fortement à ce sujet-là. Donc, avec un rôle de sensibilisation, un rôle de personnes publiques associées, et puis aussi, montrer un peu des exemples possibles et essayer de voir comment c'est sur les opportunités. Sur les actions en CCI Loire-Atlantique, donc là, pour ce qui me concerne, ce qu'on a fait, c'est que dans notre rôle de sensibilisation, on a organisé autour de territoires, on a fait une tournée sur l'ensemble de nos territoires pour sensibiliser les chefs d'entreprise. Donc voilà, on a fait plusieurs matinales pour aller expliquer le ZAN aux entreprises, montrer en quoi la sobriété foncière, ça pouvait être possible. On a également accompagné le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, donc dans le cadre de la mise en révision de son SCOT, pour travailler avec des entreprises. Et on a monté des ateliers avec les entreprises pour qu'elles réfléchissent au territoire de demain, comment, sur des territoires à forte pression, avec des enjeux climatiques, etc., le développement économique avait sa place et quelles alternatives on pouvait mettre en place. Donc ça, c'est un rôle qu'on a joué sur le SCOT Nantes-Saint-Nazaire, mais sur d'autres SCOT, on le fera également. Et donc, on a vraiment un rôle pour vulgariser et éveiller les entreprises sur le sujet.
Et donc, dans notre discours qu'on essaye de porter, je vous le disais, hein, c'était de montrer en quoi ça pouvait être une opportunité. Donc, nous, on part aussi du triptyque que vous également, vous devez faire, éviter, réduire, compenser. Et comment on peut, justement, pour éviter de consommer de nouveaux espaces, s'attaquer à l'existant, au déjà là, hein, comme disait une des participantes. Après, comment on peut aussi construire plus sur des espaces en optimisant les usages, en densifiant, en mutualisant, et puis dans un dernier temps, évidemment, compenser en renaturant des sols, où là, ce sera plutôt le dernier volet. Si on rentre dans des exemples un peu plus concrets sur les Pays de la Loire, des exemples qu'on a pu accompagner au niveau des CCI, ou en tout cas qu'on a pu mettre en valeur. Il y a le sujet sur l'optimisation des zones d'activité existantes, hein, donc, les deux exemples précédents, on était carrément là-dessus. Donc nous, en Pays de la Loire, c'est le sujet est là et on travaille aussi sur ces sujets-là. Alors, il y a déjà comment on peut avoir des stratégies d'accueil et d'optimisation des parcs d'activité à l'échelle des EPCI qui soient du coup cohérentes et qui fassent que on garde les peu d'espace disponibles pour des activités qui ont réellement besoin de zones d'activité, hein, et comment aussi on travaille sur les espaces sous-occupés. Donc, il y a eu un gros travail, je voulais le montrer, sur Pornic-Aglo-Pays de Ré, donc communauté de communes littorales, où là, il y a une forte mobilisation avec le club d'entreprise pour à la fois identifier les gisements possibles et surtout sensibiliser et aller voir chaque propriétaire pour voir comment on pouvait, sur chaque parcelle, essayer de densifier ou de mieux utiliser le foncier. Et certains espaces sous-occupés ont fait l'objet de la création de villages d'artisans avec un appel à projet où des privés, un peu comme du coup Valoripolis, ont pu porter des projets de villages d'artisans. Et donc là, il y a vraiment un travail main dans la main, un dialogue entre la collectivité et l'agglomération. Sur d'autres exemples sur la diapositive, donc sur la densification de sites d'activité, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, comme je le disais, on peut davantage optimiser les sites industriels. Et j'ai bien aimé la remarque du vice-président de la communauté de communes quand il parlait de sobriété financière. Effectivement, il faut que ces projets aussi soient viables économiquement. Et là, on a quelques exemples qui montrent que c'est possible. L'entreprise Giffard, notamment, qui est une entreprise sur le 49, qui a voulu maintenir sur son site historique, parce que c'était un site très performant en termes de localisation. Ils se sont maintenus sur site en retravaillant l'ensemble de l'usine, et ils ont optimisé en fait les volumes, les process. Ils se sont pas du tout étendus ni bâtis ni sur le foncier, mais ils ont vraiment retravaillé l'organisation de l'usine pour être plus performant. Et au final, c'est un projet qui a été viable économiquement et qui a surtout amélioré la performance de l'entreprise. C'est le même cas pour le groupe Bouillet-Leroux à Cholet, où là, c'est une entreprise qui s'est étendue sur site. Et ce que nous dit le dirigeant, c'est quand il a eu le choix de soit s'étendre, soit d'aller trouver un nouveau site, il a vraiment travaillé sur la capacité à s'étendre sur son entreprise existante, et ça a été financièrement beaucoup plus rentable avec du coup un bâtiment plus haut, des espaces optimisés. Et puis un dernier exemple sur des bâtiments commerciaux. Là, pour le coup, c'est sur un supermarché qui avait le projet au début de se transférer sur une nouvelle zone commerciale, comme on a vu sur les 20 dernières années. La CNAC a bloqué le projet, donc il devait le refaire sur site. Et donc là, nous, on a travaillé avec le dirigeant pour, avec le conseil départemental notamment, négocier des marges de recul réduites pour qu'ils puissent se densifier et finalement doubler de surface sur le site actuel. Donc on voit que voilà, il y a des exemples possibles en accompagnant ces dirigeants et en les sensibilisant. Ensuite, Cécile, comme on est pris un petit peu par le temps, je vous invite à venir sur 2 messages que j'aimerais qu'on reverse quand même au collectif, puisque vous nous avez ouvert les yeux sur une CCI qui devient un peu actionnaire d'ailleurs des SEM, et peut-être parler un peu de l'EPF du côté de Loire-Atlantique. Si vous pouvez sur cette dernière prise de parole. Ouais, alors justement, donc c'était un des sujets aussi pour à mon sens, moi, pour mettre en place le ZAN. Alors c'est la diapo d'après encore. C'est de remettre de l'activité. Alors à la fois développer des mutualisations et remettre des activités en ville. Donc nous, au niveau de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, on a monté une SEM sur l'énergie, et là on travaille justement avec des clubs d'entreprise pour faire des projets d'autoconsommation. Ce que je voulais dire par là, c'est quand on va densifier et optimiser des zones d'activité,
d'activité, on accélère les mutualisations et on les rend plus performantes. Et nous, CCI, on a un rôle aussi pour ça, pour accélérer ces mutualisations à travers justement notre SEM où on peut travailler sur l'autoconsommation. Et également, un autre exemple, alors c'est la slide d'après, on a monté une SEM une SAS avec la SEM du département Loire-Atlantique Développement, où là, on développe un programme de rez-de-chaussée artisanaux en cœur de ville de Nantes. Vous savez que c'est compliqué aussi de remettre de l'activité en ville pour des questions financières, de conflits d'usage, etc. Et donc là, nous, en tant que actionnaire de cette SEM, on essaye du coup de porter aussi des projets un peu plus innovants. Et donc, on a relancé ça. On est également actionnaire d'une SAS qu'on appelle SAS Centralité 44. C'est pour redynamiser des centres-bourgs et remettre aussi des locaux commerciaux. Et pareil, c'est avec la Banque des Territoires et Loire-Atlantique Développement qu'on développe cette SEM. Et effectivement, tous les autres acteurs parties prenantes du sujet ZAN, nous, en Loire-Atlantique, on travaille avec eux. On a également un EPF, alors pas un EPF d'État, mais un EPF local en Loire-Atlantique qui s'est mis en place il y a une dizaine d'années, qui était beaucoup sur des questions de logement, mais aujourd'hui qui va notamment travailler sur des sujets de redynamisation de cœur de bourg et de plus en plus sur des questions de zones d'activité. L'exemple de Pornicaglo que je vous parlais tout à l'heure, l'EPF va aussi travailler pour eux pour justement maîtriser ces fonciers et pouvoir les revaloriser et les optimiser. Donc, il y a un vrai sujet de dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, évidemment. Eh bien, bravo Anne-Cécile de challenger en si peu de temps. Je vais dire au nom du collectif qu'on est ravis quand même de votre témoignage parce qu'on voit qu'il se passe beaucoup de choses et aussi beaucoup d'hybridation concrètement pour faire avancer les dossiers. Et donc, je voulais juste quand même en mot de conclusion redire que finalement, ce sujet-là, là, on est beaucoup d'acteurs publics en fait autour de la table, mais on voit que les entreprises vont être au cœur de la transformation. Et c'est vrai que dans un premier temps, si elles sont un peu réticentes, je pense qu'elles ont une capacité d'innovation, de compréhension de ces sujets. Une fois qu'on leur explique, il y a plus qu'à et on y va. Et en fait, je pense que faut vraiment mettre l'entreprise au cœur de la transformation et surtout d'avoir des règles et des visions partagées pour que chacun aille dans le même sens et on peut, on doit changer complètement nos logiciels, mais c'est en travaillant main dans la main qu'on ira vers ces sujets-là et notamment aussi en réfléchissant sur des nouveaux modes d'appropriation du foncier. Certains ont parlé de bois construction. C'est vrai que jusqu'à présent, les entreprises veulent être toutes propriétaires, mais c'est des sujets qu'il faut mettre sur la table. Et nous, en tout cas, au niveau de la CCI, on veut les porter pour dire, faut qu'on revoie l'ensemble de nos manières d'intervenir sur le foncier et d'agir en termes de développement économique. Voilà. Cette conclusion où vous me donnez le mot de transition à Cécile en disant que dans le fond, on peut être tous acteurs de la sobriété foncière. Mais on va peut-être vérifier à l'aune d'une expression qui s'ouvre maintenant pour une vingtaine de minutes dans ce qu'on a appelé une zone d'étonnement, un rapport d'étonnement, si dans le fond on a un rôle pour chacun, on l'a bien compris, mais dans le fond qu'est-ce qui se joue dans le fait qu'on soit beaucoup, je vous cite, Anne-Cécile, vous disiez le gâteau à partager sera plus petit, est-ce que c'est une question de partage de gâteau, une question d'amplification des compétences? On va vérifier tout ça en faisant entrer dans cette zone d'étonnement Vincent Rémy, qui est le directeur de l'EPF du Dauphiné, et Monsieur Rémy, j'ai toujours cette petite zone un peu de flou parce que je cherche, mais je sais que dès que je vais entendre votre voix, je vais être... Ah, mais super, bonjour Monsieur Rémy. Alors voilà, vous ouvrez cet exercice qui est un petit peu innovant d'ailleurs, et bravo à l'équipe projet de le proposer, et notamment à Vincent Escartin de l'avoir titré ainsi. C'est quoi votre étonnement? J'ai compris que vous allez nous booster avec la question d'une sobriété, mais pourquoi faire? Et peut-être même aller plus loin dans la façon d'envisager peut-être un glissement de nos compétences, puisque la question est grande et éminemment stratégique. Dites-nous tout. De quoi vous étonnez-vous à l'issue de cette écoute? Bonjour. Vous m'entendez, Monsieur Rémy? Oui. Oui, vous en étiez arrêté à vous redoutiez des situations de crise. Alors. Oui. OK. Donc, les situations de crise qu'on a tous pu déjà
Ne vous découragez pas, nous sommes tous, et pourtant nous restons résilients de ce challenge technique webinaire. Continuez, monsieur Rémy, je vous entends, on vous entend. Oui, donc j'étais à la notion de gestion de situation de crise qu'on a tous rencontrée, à la fois quand une entreprise vient nous voir pour nous demander si on a une offre foncière à lui proposer, mais aussi quand on a une friche, une entreprise qui part, une liquidation, et les élus se trouvent désemparés dans la gestion de ce type de crise. Donc, voilà, je pense que c'est un point de départ à la réflexion que nous pourrions, que je peux vous proposer, c'est que, en fait, il faut qu'on trouve les moyens d'anticiper. On peut couper ça ? Anticiper, ça veut dire d'anticiper. Et anticiper pour pouvoir, d'une part, accompagner les besoins endogènes d'évolution des entreprises, mais aussi pour accueillir des entreprises, et anticiper aussi pour pouvoir optimiser les usages d'occupation des fonciers éco. Donc, c'est des sujets que nous venons d'aborder. On a plusieurs exemples. En revanche, comment on fait pour anticiper réellement ces besoins ou ces attentes? Moi, je renvoie en fait à une logique assez classique, hein, somme toute, vous en avez déjà parlé, mais c'est quelle vision on a du développement économique, en tout cas de quel projet, quelle politique économique on a pour un territoire. Après, quelle stratégie on est capable de définir. Et enfin, quelles sont les tactiques d'intervention qu'on peut avoir. On a déjà eu des exemples de tactiques d'intervention, mais quand on renvoie à la vision, c'est aussi ce besoin qu'ont les acteurs d'avoir une vision portée par la puissance publique, hein, politique, locale ou nationale, sur quels sont les besoins en fait que le territoire a envie de voir, a envie de traiter, et de quelle manière. Donc cette vision, si je comprends bien, elle est monsieur